Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on se retrouve pour ce que je considère comme étant l'un des meilleurs jeux à deux, un jeu d'affrontement, les jeux de la gamme Unmatched. Dans Unmatched donc vous vous affrontez entre deux personnages qui n'ont rien à voir en commun, qui viennent d'univers complètement différents. Et tout cela se passe sur un plateau dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer sur un plan finalement qui va être le champ de bataille. Vous allez pouvoir jouer avec chacun un deck de 30 cartes avec des attaques, des défenses et des actions supplémentaires qui vont vous permettre finalement d'établir votre stratégie afin d'essayer de l'emporter face à votre adversaire. Chaque personnage vient avec son propre deck et avec des pouvoirs complètement différents, ce qui peut enrichir vos parties puisqu'en plus de ça vous avez la possibilité de mixer les boîtes qui sont sorties jusque-là en français. Cette nouvelle boîte, donc Combat de légende volume 2, vous propose d'incarner 4 nouveaux personnages avec de nouveaux pouvoirs évidemment. Avec ces personnages viennent donc 4 nouveaux decks et des spécificités qui sont apportées uniquement par cette boîte. Et avec le nouveau plateau, vous allez voir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt très intéressante. Je vous propose donc de découvrir tout ça dans cette vidéo tout de suite. Et donc là voilà cette boîte de Unmatched Combat de légende volume 2. Donc le volume 2, ce n'est pas la suite du volume 1. On est bien sur une nouvelle boîte puisqu'entre ces deux boîtes il y en a eu 3 autres. Il y a eu donc Robin des Bois contre Bigfoot, il y a eu le Cobble and Fog qui permettait d'avoir l'homme invisible, Dracula, Sherlock Holmes et Jekyll and Hyde, et vous aviez donc la dernière boîte qui était Beowulf contre le Chaperon Rouge. Voilà. Donc celle-ci arrive à finalement après, c'est un peu une manière de poser finalement, de faire un petit peu un point sur cette gamme Unmatched, puisque là on va arriver donc avec 4 personnages qui sont complètement différents, mais qui vont introduire de nouvelles mécaniques, et en plus de ça, c'est des personnages qui finalement ont, des références assez particulières, assez pointues. Mais donc ça, on va le voir tout de suite. Donc ça, je le mets de côté, et on va parler tout de suite du plateau. Parce que oui, depuis Cobble and Fog, vous avez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte, de nouvelles fonctionnalités finalement sur ce plateau, sur les plateaux. Donc déjà, lorsque l'on voit ne sais ce que le design du plateau, on voit qu'on est un petit peu, on est sur quelque chose qui ressemble à, je dirais des bains, je sais pas, je saurais pas dire exactement. Je sais pas quel nom elle a, je sais qu'il y a des noms pour les plateaux, mais je sais pas là, d'ailleurs, parce que c'est, bon, on a une petite règle avec, évidemment, comme d'habitude, mais je ne sais pas, c'est même pas identifié, il me semble, dans la règle, le nom du plateau, mais donc c'est pas très grave, c'est pas très important. Mais donc voilà, donc ce plateau qui représente finalement des bains avec pas mal d'eau et des niveaux différents, donc il y a des escaliers, et donc ça c'est très intéressant puisque vous allez avoir une notion, finalement, une nouvelle notion apportée grâce à cette boîte-là, la notion de 3 dimensions, puisque lorsque vous allez vous retrouver en hauteur par rapport à l'un de vos adversaires qui est adjacent et que vous allez donc l'attaquer, vous allez bénéficier d'un +1, donc admettons que moi je me retrouve ici et que mon adversaire se trouve là, et bien si j'attaque d'ici à là, la flèche m'indique dans cette direction, donc je bénéficierai d'un +1 pour mon attaque. Voilà, donc ça c'est plutôt un truc assez cool puisqu'on le retrouve un peu partout. Donc ici on est en hauteur par rapport à ici on est en hauteur par rapport à là. Donc voilà, on voit qu'il y a une notion de 3 dimensions qui va permettre finalement d'apporter une nouvelle dimension au jeu, qui va nous permettre de renforcer finalement l'importance du placement sur ce plateau qui était déjà quelque chose d'assez important dans les autres boîtes. Depuis la boîte Chaperon Rouge contre Beowulf, on a aussi perdu finalement le deuxième plateau. Il n'y a qu'un seul plateau par boîte, sauf que le plateau au verso est plus épuré et permet d'apprécier finalement bien plus le design du plateau, l'illustration. Donc c'est un choix qui a été fait, et c'est quelque chose qui avait été remonté par pas mal de joueurs, et donc moi y compris, que finalement ces cases-là, elles étaient plutôt très moches. Donc on les identifie très bien, ça fait le job, il n'y a pas de souci, le jeu reste très bon. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément très beau quoi, d'avoir des cases avec des motifs assez simplistes comme ça, et qui en plus sont assez grosses. Et donc là, finalement,
hop, vous passez de ce côté-là, et qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Et bien là, vous avez des cerclages, donc ce sera dans le cerclage des cases que vous retrouverez finalement les couleurs qui vont permettre d'identifier telle et telle zone. Donc ça, c'est plutôt très cool, et moi, moi, je sais que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que par contre, en contrepartie, on perd ce deuxième plateau qu'on avait sur les boîtes précédentes. Donc, hein, choisissez votre camp. Donc maintenant, on va parler évidemment des personnages, des 4 personnages introduits par cette boîte Unmatched Volume 2. Et donc pour commencer la présentation de ces personnages, je vais prendre celui qui me semble finalement être le plus connu, enfin le plus connu, celui qui va en tout cas parler à plus de joueurs, et ça va être Achille. Donc Achille, on va commencer par présenter cette figurine, donc les figurines qui sont toujours aussi cool, hein, moi je les trouve toujours très bien. Alors si on demande à un figuriniste pur, je pense qu'il trouvera des choses à redire, notamment sur le wash, mais moi je trouve que forcément pour un jeu qui se veut finalement accessible, qui se veut pour tout le monde avec une dimension stratégique intéressante, ça permet de contenter tout le monde et c'est plutôt très bien. On n'est pas sur du cool minis en note, mais on est sur quelque chose de quand même de qualité pour ce que l'on en fait finalement. Donc le voici Achille et vient avec Achille donc Patrocle, et Patrocle donc il est représenté évidemment sur ces fameux disques. Donc ça c'est toujours pareil, hein, les disques c'est discutable, hein, mais bon c'est le choix qui a été fait. Je le partage pas, voilà, j'aurais préféré autre chose qu'un simple disque, mais bon après on renforce l'intérêt finalement sur la figurine qui est votre héros principal. Mais bon, on va pas en faire des caisses. Et on passe donc ici sur les fameux disques de points de vie. Donc Achille commence avec 18 points de vie, tandis que Patrocle commence avec 6. Et alors, quelle est la particularité lorsque l'on joue avec Achille? Eh bien, c'est que son pouvoir à Achille, c'est d'avoir... enfin, il est lié directement à la mort de Patrocle. Puisque lorsque Patrocle va mourir, s'il meurt bien évidemment, vous allez devoir faire le deuil en tant que Achille, vous allez devoir faire le deuil de sa mort, parce que Patrocle c'est un fidèle guerrier qui, même la rumeur dirait qu'il serait potentiellement son amant, et donc il va faire le deuil, et pour représenter ce deuil finalement, on va devoir défausser au hasard 2 cartes, parce qu'il le vit très mal. Mais après ça, c'est la colère, c'est la rage qui prend le dessus, et alors Achille va, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il utilisera des cartes Achille pour combattre, il ajoutera 2 à la force de ses cartes, et à chaque fois qu'il remportera un combat, il piochera une carte, donc il va devenir un peu en mode berserk. Donc ça, c'est une notion très intéressante introduite par ce personnage. Donc on va parcourir un petit peu le deck d'Achille. Donc on a une carte Talon d'Achille, bien évidemment. Carte de défense 4, mais qui fait... donc c'est une bonne défense, mais par contre, si vous ne défendez pas assez et que vous prenez quand même des dégâts, eh bien vous allez octroyer une action supplémentaire à votre adversaire. Donc ça, il faut faire très attention. On a des cartes stratagèmes, une carte stratagème ici qui permet d'infliger 2 dégâts à un combattant dans la zone d'Achille. Donc c'est une carte qu'on peut retrouver notamment, c'est un effet qu'on pouvait retrouver notamment sur les cartes de Méduse, il me semble. Et donc là, on va avoir un nouvel effet introduit par cette nouvelle boîte, donc le volume 2 de Unmatched, combat de légende. On a donc une carte d'attaque, somme toute assez classique, et en dessous, vous avez un effet après le combat, hop, une autre valeur d'attaque, enfin plutôt un symbole d'attaque, assaut implacable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque votre adversaire s'est défendu contre cette première attaque, eh bien hop, une deuxième attaque survient, et il va falloir se défendre de nouveau. Donc ça peut prendre un peu par surprise vos adversaires, puisque lui il va par exemple se défendre en pensant qu'il va prendre une attaque assez forte, il va mettre une grosse carte de défense, finalement c'est pas une attaque très forte, mais par contre celle qui arrive derrière est plus puissante, et là, donc il va peut-être ne pas avoir la carte qui va aller, enfin bon, après c'est un jeu de bluff, un jeu comment dire, c'est une stratégie finalement à avoir, de jouer ces cartes-là, de voir s'il y a moyen de faire cracher des cartes à son adversaire, puisque oui, lorsque la deuxième carte va arriver, il va falloir se redéfendre. La seule différence, c'est que finalement, votre adversaire va savoir contre quoi il va devoir se défendre. Voilà, donc ça, c'est super intéressant, c'est une nouvelle notion introduite sur ces personnages de cette boîte-là. Donc on a une autre carte stratagème qu'on a déjà vue, la carte Escarmouche, qui est une carte que l'on a déjà vue dans d'autres personnages, notamment auprès du roi Arthur, qui vous permet de vous déplacer ou de déplacer les combattants si vous remportez le combat. Voilà, ça c'est une carte enchaînement habile qui vous permet d'infliger des dégâts aux adversaires adjacents après le combat.
Là, vous pouvez récupérer des cartes de votre défaut, c'est très intéressant d'avoir ça. La bénédiction d'Hermès qui va vous permettre de vous déplacer et de déplacer vos combattants de 3 cases au maximum, de passer à travers les adversaires. On a des cartes qui permettent, si Patrocle n'est pas vaincu, de gagner une action. Là, et donc oui, là du coup on a des cartes dédiées à Patrocle. Cette carte notamment va vous permettre d'infliger 2 dégâts à Patrocle et en échange elle passera à valeur 5. Donc vous allez voir que finalement le deck de cartes de Achille et Patrocle va souvent demander si Patrocle veut bien subir des dégâts pour décupler finalement l'effet de la carte. Donc il va falloir faire très attention à ça. Est-ce qu'il est intéressant peut-être de faire mourir Patrocle au bon moment pour que Achille devienne plus fort? Ça, ce sera à vous de voir lorsque vous mettrez les mains sur cette boîte. Donc on a une autre carte Patrocle, donc encore une fois, après le combat, vous vous infligez 2 dégâts à chacun des 2 combattants. Donc là on est quand même en full berserk, c'est-à-dire qu'on y va, on se fout sur la tronche, et derrière, tant pis si on prend des dégâts. Donc ça peut être très intéressant pour mettre un coup de grâce à notre adversaire. Là, on a une carte défense, donc la carte sous le casque d'Achille, qui est assez intéressante, assez unique, puisqu'elle va permettre d'intervertir la place d'Achille en plein combat, donc la place d'Achille avec la place de Patrocle, et c'est finalement Patrocle qui va prendre les dégâts, si jamais il y en a à prendre, évidemment, donc ça c'est assez intéressant. Celle-ci, on l'a déjà vue, et donc les cartes feintes, bien évidemment, les mêmes que toutes celles que vous allez trouver dans tous les personnages d'Unmatched. C'est la carte feinte qui permet d'annuler les effets de l'adversaire. Donc si jamais la carte feinte arrive en face d'une carte avec double attaque, et bien il n'y a pas la deuxième attaque. Voilà. Donc ça c'est un truc à connaître. Et voilà, donc on a fait le tour du deck d'Achille. Maintenant, on passe à Bloody Mary. Bloody Mary, donc la voici sa figurine, donc qui est très particulière. Donc on retrouve le miroir de Bloody Mary. Donc je le rappelle, si vous dites 3 fois Bloody Mary devant le miroir, c'est la légende. Elle apparaît derrière vous. Donc on retrouve ce miroir avec finalement Bloody Mary qui en sort, donc on voit les mains qui sortent du miroir. Elle est vraiment, vraiment très cool cette figurine. Vraiment très sympathique, et donc on a les 3 têtes, puisque vous allez voir que, eh bien, on répète 3 fois pour la faire venir, mais lorsque vous jouez à Unmatched, donc Bloody Mary à Unmatched, eh bien vous allez voir que le chiffre 3 n'est pas seulement la légende, c'est bien plus que ça. On a donc le disque de Bloody Mary de points de vie, donc, qui est à 16 points de vie, et donc vous l'avez bien vu, Bloody Mary vient sans acolyte. Bah oui, Bloody Mary n'a pas d'acolyte, elle sort d'un miroir, elle ne connaît personne d'autre. Et donc on va regarder un petit peu son deck et son effet qui est très intéressant, puisque, comme je vous le disais, il va être lié finalement à cette légende de Bloody Mary, à dire 3 fois devant le miroir, puisque tout son deck, enfin une bonne partie de son deck, va être lié à ce chiffre 3. Au début de votre tour, si vous incarnez Bloody Mary bien évidemment, si vous avez exactement 3 cartes en main, eh bien vous allez gagner une action supplémentaire. Donc ça c'est très très puissant. Par contre, vous n'avez que 3 cartes en main, il faut faire attention. Mais le fait d'avoir une action supplémentaire, c'est quand même assez fort. On se retrouve donc avec des cartes avec double attaque, donc comme ce qu'on a pu voir avec Achille. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une carte d'attaque de 3 qui vous permet de réattaquer ensuite. Mais alors la deuxième attaque, elle est de 0. Eh bien non, pas tout à fait, puisque elle est du montant de points de défense que votre adversaire a joué finalement sur cette première attaque. Si vous avez attaqué à 3, votre adversaire a défendu, admettons, à 3, et bien vous avez une deuxième attaque qui finalement est à 3, puisque c'est indiqué dans l'effet du dessous. Donc ça, c'est assez intéressant. On a quoi d'autre? Hop, on va mettre ça de côté. Prononcez 3 fois mon nom. S'il s'agit de votre troisième action de ce tour, la valeur de cette carte est de 7 à la place donc de 3 évidemment. Donc si c'est votre troisième action, c'est-à-dire que vous aviez déjà 3 cartes au début de votre tour, parce que sinon vous n'avez que 2 actions dans un match. Mais donc comme je vous ai dit, le pouvoir de Bloody Mary, si vous commencez avec 3 cartes, eh bien vous avez une action supplémentaire. Donc là, attention au combo, vous avez votre troisième action. Si vous faites attaquer par Bloody Mary lors de votre troisième action, faites très attention, parce que ça peut être dévastateur de choper 7 points de dégâts, enfin une attaque de 7, donc si vous ne défendez pas correctement, vous allez prendre très cher, et il va falloir faire très attention. On a le toucher fantomatique, donc qui est une attaque de 1 qui vous permet de booster. Bah oui, elle peut booster certaines de ces attaques. Donc on en retrouve cette fonctionnalité chez certains. Il me semble qu'on l'avait chez Méduse et puis chez le roi Arthur, bien évidemment. Et s'il s'agit de votre troisième action lors de ce tour, vous récupérez 3 points de vie. Donc comme je vous ai dit, le chiffre 3 est très 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 présent dans son deck. On a ici le reflet brisé. Vous pouvez augmenter ou réduire de 1 la valeur de cette carte. Donc elle est de 3, vous pouvez la mettre à 2 ou à 4. L'idée c'est que si, après le combat, la valeur de cette carte est identique à celle de la carte de défense ou d'attaque, suivant à quel moment vous l'avez utilisée, de votre adversaire, eh bien vous allez pouvoir piocher une carte et le combat adverse subit 2 dégâts.
Donc là, attention au retour de bâton, ça aussi ça peut être très très fort si jamais vous vous défendez, parce que finalement, avoir des cartes, subir des cartes d'attaque de 2, de 3 ou de 4, c'est quelque chose d'assez commun. Et pareil, si en face, du coup, la défense est de 2, de 3 ou de 4, très rapidement, vous allez pouvoir infliger des dégâts, et surtout qu'il y a 3 réitérations de cette carte, il y a 3 exemplaires de cette carte dans son deck, donc ça peut être super intéressant. On a la première carte de défense, donc Bloody Mary, une carte de défense de 0. Tout simplement parce que la valeur de cette carte est égale à celle imprimée de la carte de votre adversaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf, bien évidemment, si votre adversaire annule l'effet par une feinte. Voilà, bon, ça, vous savez comment ça fonctionne si vous avez joué un petit peu. Carte stratagème, la première, donc les souvenirs volés. On consulte la main d'un adversaire, on choisit une carte dont il peut le décider de se défausser ou non. S'il ne le fait pas, par contre, son héros subit autant de dégâts que la valeur de boost indiquée sur la carte sur la carte que vous aurez choisie. Donc ça, c'est pareil, c'est super cool. La lumière trompeuse, donc une carte attaque-défense de 2. Vous pouvez placer Bloody Mary sur une case vide adjacente au combattant adverse, donc c'est plutôt cool. Deuxième carte de défense, contournée. Simplement, défense de 3, vous piochez une carte après, donc ça c'est assez classique. Le kaléidoscope, qui est une attaque-défense, vous choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et le déplacez de 4 cases au maximum. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus simple. La feinte, l'éternelle feinte, vous annulez les effets adverses, donc ça ne change pas. Le sursaut d'effroi, si la case où se trouve Bloody Mary n'appartient pas à la zone où elle a commencé le tour, la carte passe à 6. Donc on a une carte qui est, je me souviens plus exactement, une carte qui est assez récurrente aussi, qui permet, lorsque l'on se déplace avant de l'utiliser, si on n'a pas commencé le round au même endroit, et bien elle passe de 3 à 5. Et bien là, si vous changez de zone, donc les zones, ce sont bien les zones de couleur, si vous changez de zone, et bien elle passe de 3 à 6, donc ça c'est assez cool. Deuxième carte stratagème, le plus proche qu'il n'y paraît, vous pouvez déplacer Bloody Mary de une case maximum, vous piochez une carte et vous gagnez une action, donc vous pouvez, finalement c'est une action gratuite, vous pouvez vous déplacer, piocher et vous rejouer, donc ça c'est super cool. Et enfin, échapper du miroir, une attaque de 1, par contre pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard et ajoute sa valeur de boost à la valeur de cette carte, donc c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un match, mais c'est assez cool parce que ça permet finalement de faire en sorte que notre adversaire perde des cartes de son deck, et en plus de ça, ça vous renforce. Et par contre, après le combat, s'il s'agit de votre troisième action de ce tour, eh bien vous piochez une carte. Donc voilà pour Bloody Mary qui est super intéressante, et évidemment tout ça lié autour du chiffre 3. On a vu tout ce qu'il fallait voir pour Bloody Mary, maintenant on passe à Yenenga. Yenenga, donc là voici Yenenga. Donc Yenenga qui est une Amazon, qui était une ancienne Amazon, donc de ce qui était anciennement donc le Burkina Faso. Et merci Wikipédia, je ne l'avais pas bien évidemment. Et il faut savoir, donc pour la petite anecdote, que l'emblème du Burkina Faso donc, a un cheval blanc, et c'est le cheval blanc qui a conduit Yenenga vers son fiancé. Voilà en très résumé ce que c'est. Donc il y a quand même une notion historique assez intéressante finalement autour de ce personnage-là. Donc Yenenga, eh bien, on va commencer par la figurine, donc Amazon, elle a cet arc finalement qu'elle brandit, donc elle a une pose assez dynamique, assez cool à voir aussi. Hop, j'espère qu'on voit correctement. Oui, voilà, donc cette figurine de Yenenga. Yenenga donc, vient avec son disque que l'on voit ici, donc qui est très joli, 15 points de vie pour commencer, et vient avec 2 acolytes, donc qui sont 2 archers tout simplement. Et la particularité finalement de ces archers, c'est qu'ils ont 2 points de vie. Donc généralement quand il n'y a pas de disque, ils ont un seul point de vie, et là il suffit juste de retourner pour indiquer combien ils ont de points de vie. Et donc c'est intéressant, et en plus de ça, c'est lié finalement au pouvoir de Yenenga. Puisque Yenenga, donc elle attaque à distance, c'est vrai que j'ai pas fait le topo jusque là, tous les autres personnages, je vérifie avant de vous dire une bêtise, mais oui, tous les autres personnages attaquaient en mêlée. Là, Yenenga et ses archers attaquent à distance, donc si vous avez déjà joué à un match, vous savez que jouer contre quelqu'un qui attaque à distance, ça peut être particulièrement pénible si vous ne réussissez pas à faire des combos assez intéressants pour pouvoir vous déplacer et attaquer. Il faut faire toujours très attention lorsque l'on joue contre quelqu'un qui attaque à distance, puisqu'il peut finalement vous mettre un peu la misère, alors que vous faites que courir sur le plateau, donc ça, faut faire super gaffe. Donc Yenenga, son pouvoir c'est quoi? C'est que lorsqu'elle subit des dégâts, elle peut finalement les attribuer à ses archers plutôt qu'elle les mettre sur elle, donc sans jamais dépasser la valeur des points de vie des archers. Donc si les 2 archers ont 2 points de vie, eh bien elle peut déplacer des dégâts de 4 dégâts sur ses archers, quitte à les éliminer pour ne pas en subir. Évidemment, il ne faudra peut-être pas faire trop ça, il faut quand même les garder un petit peu ses archers. Donc voilà son pouvoir qui finalement est assez classique, mais qui pourrait être très utile au moment opportun.
Donc maintenant, on va parcourir son deck, hein, on continue, comme on avait commencé. Donc là, on a des cartes Yenenga. Donc la charge de l'étalon, ça va permettre de, après le combat, de déplacer Yenenga de 5 cases au maximum. Donc c'est quand même assez énorme. Et elle peut traverser les cases occupées par des combattants adverses. Et si elle le fait, elle va infliger un dégât à chaque combattant adverse, ainsi traversé, je vais y arriver. Donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas vous défendre. Donc c'est des dégâts finalement gratuits. Donc vous les prenez. Enfin, vous les infligez, vous les prenez suivant si vous jouez contre Yenenga ou pas. Mais voilà, donc ça c'est un truc qui est plutôt intéressant de savoir, parce que 5 cases c'est quand même beaucoup, donc vous pouvez finalement traverser plusieurs personnages ou acolytes, et si vous traversez finalement des acolytes qui n'ont qu'un point de vie, vous pouvez en éliminer plusieurs. Je pense par exemple à Médusa, donc parce que oui, il y a toujours cette notion de pouvoir combiner les boîtes entre elles, donc si vous affrontez par exemple un personnage comme Médusa ou comme Robin des Bois, qui ont plusieurs acolytes avec un point de vie, eh bien vous en traversez plusieurs, vous les éliminez tous, c'est quand même surpuissant. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. On a une autre carte Yenenga, donc les crocs de la bête. Donc ça, c'est pendant le combat. Pour chaque zone occupée par le combattant adverse, on ajoute 1 à la valeur de cette carte. Donc comment ça, chaque zone occupée par le combattant adverse? Et bien simplement parce que le combattant, vous pouvez avoir 2 zones ou 3 zones différentes. Hop, je vais peut-être vous montrer de l'autre côté, histoire que ce soit plus visible, parce que finalement, ici, en vidéo, ça va pas rendre très très bien. Donc je reviens hop sur cette partie-là. Donc ici, on voit bien qu'il y a 3 zones différentes. Donc si Yenenga attaque sur quelqu'un qui est sur ces 3 zones-là, ou par exemple défend contre quelqu'un qui est sur ces 3 zones-là, et bien pour chaque zone occupée par le combattant adverse, ajoutez 1 à la valeur de cette carte. Donc ça, c'est assez fort, puisque du coup, si vous vous retrouvez à affronter quelqu'un sur une case où il y a plus de zones, plus qu'une zone, et bien vous allez augmenter la valeur de cette carte qui est déjà de 3. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte de défense, formation bouclier, donc avec un effet immédiat qui force votre adversaire à se défausser d'une carte. Par contre, s'il le fait pas, enfin qui propose à votre adversaire de se défausser d'une carte, mais s'il le fait pas, vous pouvez renvoyer un archer vaincu sur une case de la zone où se trouve Yenenga. Donc là, c'est pareil, il y a un cas de conscience qui va se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie de me défausser d'une carte et si je le fais pas, est-ce que j'ai réellement envie qu'un archer revienne? En sachant que les archers, on peut considérer que c'est un peu des points de vie supplémentaires pour Yenenga, donc il faut faire attention à ça. Une autre carte Yenenga. Donc les cartes Yenenga ici, c'est à bout portant. Si le combattant adverse est adjacent à Yenenga, on inflige 2 dégâts à ce combattant. Donc ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu dans les premières boîtes. On a une carte stratagème, maîtresse de chasse. On gagne 2 actions. Donc là, très forte cette carte-là. Vous jouez, vous perdez une action, vous en gagnez 2. C'est très puissant, ça vous permet finalement de comboter certaines choses que vous voulez faire, piocher des cartes, faire des attaques, vous redéplacer, etc. Donc ça c'est assez cool. Une autre carte stratagème, symbiose avec la terre, vous déplacez chacun de vos combattants de 2 cases au maximum, chacun de vos combattants récupère un point de vie et vous piochez une carte, donc là on a un medley de choses super intéressant également. On retrouve donc la fameuse double attaque, donc ici une attaque simple de 3, suivie d'une attaque de 3, donc il va falloir se défendre 2 fois à 3 lorsque vous allez attaquer finalement avec ces cartes-là. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant pour faire consommer des cartes à votre adversaire. On a une carte pour les archers cette fois-ci, donc divisée pour conquérir. Pendant le combat, si votre combattant n'est pas dans la même zone que Yenenga, la valeur de cette carte est de 4 à la place. Donc là, c'est-à-dire que vous allez donc, avec votre archer, attaquer à distance forcément quelqu'un qui est dans votre zone. Par contre, si Yenenga n'est pas dans les zones de ce combat-là, eh bien, la valeur de cette carte passe à 4. Donc ça, c'est pareil, c'est une notion forcément à avoir lorsque vous allez déplacer Yenenga et les archers, pour vous dire, est-ce que j'ai envie que Yenenga soit dans la même zone? Est-ce que faut finalement utiliser ces cartes au moment opportun. Acculer la proie, donc là qui est une carte toujours pour les archers, donc on peut déplacer après le combat le combattant adverse de 4 cases au maximum, et en plus votre adversaire est obligé de défausser une carte. On retrouve ici, les cartes tous, donc pour Yenenga et les archers. Donc là, une attaque de 3 avec un volet surprise, avec un effet immédiat qui vous permet de renvoyer un archer vaincu sur une case de la zone où se trouve le combattant adverse. Et si vous le faites, cet archer devient l'attaquant, sinon vous gagnez une action. Là, c'est pareil, l'effet est très intéressant. Donc, je répète, soit vous faites revenir un archer et c'est l'archer finalement qui va attaquer votre ennemi, soit vous ne faites pas revenir d'archer, ou soit parce qu'ils ne sont pas morts aussi, c'est possible que vos archers soient là. Dans ce cas-là, vous gagnez une action, donc vous pouvez rejouer une action supplémentaire, c'est super cool. Le tournant décisif, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure de la carte, donc c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de decks, c'est une valeur de 3, mais si vous vous êtes déplacé avant d'utiliser cette carte, eh bien elle passe à 5 la valeur.
Et enfin, l'escarmouche, la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve dans le deck d'Achille, dans le deck du roi Arthur, entre autres. C'est une carte qui vous permet de déplacer votre adversaire si vous avez remporté le combat. Donc voilà pour Yenenga, un personnage aussi très intéressant de cette boîte. Et enfin, donc on termine par Sun Wukong. Et donc voilà Sun Wukong, donc Sun Wukong qui est un personnage de la littérature, enfin je crois que c'est littérature fantastique chinoise, pardon. Et donc Sun Wukong, c'est un personnage qui est un peu métamorphe, enfin pas un peu, qui est métamorphe, qui va pouvoir se transformer, finalement prendre des formes différentes. Donc voici sa figurine qui a une très belle pose. Alors moi, hop, il tient pas très bien dans son socle. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est celle qui finalement dépassait de la boîte. Donc bon, bah c'est pas très grave. Et voilà, donc on la voit qui se tient, on le voit, pardon, je crois que c'est un mâle, un homme, je sais pas, qui se tient donc sur sa lance, sur son bâton planté dans le sol, donc qui est plutôt assez cool. Voilà, donc Sun Wukong vient avec son disque, donc qui est très joli aussi. On voit qu'il y a vraiment une amélioration, je trouve, qui est portée sur les disques par rapport à la première boîte. Alors on peut se dire que c'est pas grand chose, on s'en fiche un petit peu, mais c'est toujours des détails qui, à mon sens, font que certains jeux se démarquent d'autres, et ça, je trouve ça assez cool, je trouve ça plutôt très joli. Donc voilà, hop, et donc Sun Wukong n'a pas d'acolyte. Alors vous dites, si, je les vois, ils sont derrière. Mais non, elle n'a pas d'acolyte, puisque Sun Wukong vient avec des clones. Ce sont des clones de Sun Wukong. Alors oui, qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, pourquoi des clones et pas des acolytes? Pourquoi est-ce que tu chipotes? Non, je ne chipote pas, puisque la particularité de Sun Wukong, c'est que ce personnage n'a que des cartes tous. Il n'a pas de cartes Sun Wukong ou des cartes clones. D'où la subtilité du clone et non pas de l'acolyte, puisque chaque clone va pouvoir agir exactement de la même manière que Sun Wukong. Et donc ça, c'est assez fort aussi. Et donc le pouvoir de Sun Wukong va être au début de votre tour, d'infliger, si vous jouez Sun Wukong bien évidemment, hein, de vous infliger un dégât pour invoquer un clone dans une case adjacente vide à Sun Wukong. Et par contre, lors de la mise en place, eh bien, vous ne placez aucun clone sur le champ de bataille. Contrairement aux acolytes, jusque-là, dans toutes les boîtes, vous placiez les acolytes dans la zone de votre personnage principal. Et bien là, non, vous le mettez sur le côté et vous les placerez donc au moment où vous utiliserez cette fonctionnalité-là. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut être assez cool pour couvrir pas mal de terrain en même temps. Et alors par contre, je crois, je vérifie, mais je crois qu'il y a une subtilité quant à l'utilisation, l'invocation finalement de ces clones. Lorsque les clones sont déjà sur le plateau, c'est bien ça, vous pouvez finalement vous infliger un dégât pour en déplacer un au choix sur une case vide adjacente à Sun Wukong. Voilà. Est-ce que franchement, est-ce que ça vaut le coup? Forcément, ça vaut un peu moins le coup que d'en invoquer, mais bon, à voir. Donc voilà, on a vu, donc Sun Wukong et les clones attaquent en mêlée. Donc, on va venir sur ce personnage assez particulier. Donc, on commence par ses cartes de défense. Donc, je le répète, hein, Sun Wukong n'a que des cartes tous, puisque ça concerne donc le personnage et les clones. La côte de maille en or. Donc, c'est une défense, une grosse défense de 4. Tout dégât de combat que vous devriez subir est finalement infligé au combattant adverse. Alors là, grosse défense, mais si l'attaque finalement est plus puissante, que l'attaque que vous subissez est plus puissante que ça, et bien les dégâts, la différence est infligée au combattant adverse. Ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas encore dans la Game Unmatched, donc ça c'est assez cool. On passe sur, d'ailleurs je fais une petite parenthèse hein, pour parler des illustrations qui sont absolument superbes. Je n'ai pas, malheureusement je n'ai pas le nom de l'artiste, je sais que c'est c'est une première fois pour elle, j'essaierai de le glisser dans la description, de le rajouter après. Mais les illustrations sont superbes. Vraiment, c'est à mon sens les plus belles illustrations qu'il y ait. Et je veux dire, dans la Game Match, ceux qui connaissent, vous savez que déjà les illustrations sont belles. En général, sont vraiment très belles. Mais alors là, vraiment, dans cette boîte, c'est absolument superbe. Après, c'est les goûts, les couleurs, bien évidemment. Mais moi, clairement, je pense que c'est ma boîte favorite, ne serait-ce que pour les illustrations.
Donc je reviens au jeu. Les coups infinis, donc une carte d'attaque, je ne précise pas pour tous bien évidemment. Pour chaque autre combattant allié adjacent au combattant adverse, ajoutez 1 à la valeur de cette carte. Donc là, Sun Wukong va utiliser ses clones, ou les clones vont utiliser d'autres clones ou Sun Wukong, suivant avec qui vous attaquez bien évidemment, et ajouter donc de la valeur de combat à cette carte. Donc évidemment, elle est plus intéressante à utiliser si vous êtes massé autour de votre ennemi. Et en plus de ça, après le combat, vous gagnez une action. Donc on retrouve beaucoup cette fonctionnalité de gain d'action finalement dans cette boîte volume 2. Une carte stratagème, la forme du phénix. Donc là, vous allez voir que Sun Wukong va prendre des formes finalement par l'utilisation de ces cartes. Donc la première forme ici, la forme du phénix, permet à Sun Wukong de récupérer un point de vie pour chaque clone sur le plateau. Donc ça, c'est assez cool aussi. Donc le phénix, évidemment, la renaissance, les points de vie, bon, le thème y est. Une carte de défense de 0 légèrement qui va vous permettre pendant le combat de prévenir tous les dégâts. Donc c'est la même chose que ce que pouvait avoir notamment Merlin dans son deck du volume 1. Vous prévenez tous les dégâts et vous pouvez placer votre combattant sur n'importe quelle case. Donc c'est exactement la même carte finalement qui était utilisée pour Merlin, donc qui est l'acolyte du roi Arthur de la boîte volume 1. La forme de la tortue, deuxième forme de Sun Wukong, une grosse défense de 5. Pendant le combat, votre adversaire peut par contre booster son attaque. Donc là, vous défendez gros, mais votre adversaire peut rajouter une carte s'il le souhaite, mais par contre, rajouter une carte pour dépasser 5, c'est déjà ce que les boosts, ça va... j'ai pas trop vérifié d'ailleurs dans cette boîte, mais le plus gros boost que vous pouvez avoir, c'est 4, et encore, c'est exclusif à certains personnages. Généralement, c'est 3, et quand c'est 3, c'est généralement une bonne carte, donc vous n'avez pas forcément envie de la gâcher. Donc là, pour dépasser 5, il faut commencer déjà par avoir une bonne attaque, et en plus de ça, booster. Donc voilà. Une grosse attaque, très grosse attaque de 7. La troisième forme, la forme du taureau. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés, donc on ne peut pas utiliser de feinte contre, enfin vous pouvez l'utiliser contre cette carte, mais ça ne fonctionnera pas. Pendant le combat, si votre adversaire a joué une carte, il peut la booster, donc cette fois-ci, il booste la défense, contrairement à la forme de la tortue, où il boostait l'attaque. Donc là, très grosse carte d'attaque de 7, je crois que j'en ai pas vu des aussi grosses dans les autres boîtes. Mais par contre, votre adversaire peut défendre, et s'il a défendu, peut booster. Par contre, s'il n'a pas défendu, aïe aïe aïe, attention, 7 points de dégâts, ça fait mal. Une carte donc là qui s'appelle 72 transformations. Après le combat, prenez la carte forme du taureau, forme de la tortue, forme du phénix, donc c'est les 3 formes que l'on vient de voir, dans votre défausse, et ajoutez-les dans votre main. Et donc là, ça, c'est une capacité qui est très très forte aussi, puisque vous allez reprendre plusieurs cartes de votre défausse et les mettre dans votre main. Alors, les mettre dans votre main, ça peut paraître intéressant, mais il faut faire super gaffe. Parce que vous perdez des points lorsque vous n'avez plus de pioche. Mais quand vous avez des cartes en main, elles ne sont pas dans la pioche. Donc si vous devez continuer à piocher, vous allez quand même perdre des points si vous n'avez plus de pioche. Donc vous pouvez vous retrouver finalement avec beaucoup de cartes en main et de devoir jeter. Donc ça, c'est quelque chose à devoir utiliser de manière intelligente. Il ne faut pas déjà avoir trop de cartes en main pour finalement en jeter d'autres. Mais ça permet quand même d'aller chercher des cartes qui sont assez fortes, parce que les transformations finalement sont assez fortes. On a le Rire Moqueur qui est une carte d'attaque de 3, votre adversaire immédiatement peut se défausser d'une carte, mais par contre s'il ne le fait pas, vous ignorez la valeur de sa carte de défense. Donc là c'est pareil, c'est un dilemme qui va être posé à l'adversaire. Une carte de 0, donc la double attaque. Donc une carte de 0 qui finalement est une feinte. C'est une feinte, c'est une non-attaque. Votre adversaire par contre ne le sait pas, puisque forcément on les met face cachée les cartes, donc c'est une non-attaque, mais votre adversaire va peut-être se défendre contre 0, c'est un peu pénible. Et derrière, par contre, je t'ai eu, attaque de 4, et donc là, il va falloir se redéfendre, et se redéfendre plutôt correctement, parce que 4, c'est quand même assez fort. On a une autre carte stratagème qui est le Regard Ardent. Vous consultez la main d'un adversaire, et vous choisissez une carte qu'il doit placer sous son deck, votre adversaire, et vous piochez chacun une carte. Donc, vous pouvez potentiellement l'embêter. Donc vous connaissez déjà sa main, ce qui est quand même une fonctionnalité qui est très forte dans une match, puisque vous avez finalement une notion d'anticipation et d'optimisation de vos tours. Donc vous connaissez ce que votre adversaire va potentiellement faire, mais en plus de ça, vous avez la possibilité finalement de contrecarrer ça et de glisser en dessous. Donc, je pense par exemple aux cartes feintes. Si jamais il y a une action, vous voulez faire une action assez forte et vous ne voulez pas qu'on annule les effets, vous voyez que votre adversaire a une carte feinte, hop, vous la glissez en dessous. Par contre, derrière, il pioche. Donc vous avez quand même une inconnue sur l'une des cartes qu'il va avoir. Donc ça, il faut faire attention, mais c'est intéressant aussi. Le singe espiègle, donc après le combat, si Sun Wukong a joué cette carte, vous invoquez un clone, donc ces clones-là, bien évidemment, sur sa case, puis déplacez Sun Wukong sur une autre case de la même zone. Donc, hop,
Ça, c'est une fonctionnalité nouvelle ici, évidemment. Et enfin, on termine par l'enchaînement habile. Une carte attaque-défense de 3. Après le combat, infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Donc voilà, vous l'aurez compris, Sun Wukong est un personnage qui est très original, très particulier si vous connaissez la gamme. Et pour moi, à mon sens, c'est le personnage finalement le plus intéressant de cette boîte qui en contient déjà beaucoup, des personnages intéressants. Donc voilà, on a vu finalement donc, ces 4 personnages de la boîte donc, de Unmatched Volume 2. Et voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir donc pour cette toute nouvelle boîte pardon, de Unmatched Combat de Légende Volume 2 qui sort donc au mois d'octobre là, 2022. Donc une boîte qui clairement me plaît énormément, c'est même potentiellement la boîte que je préfère parmi toutes les boîtes sorties jusque-là de la gamme Unmatched. Les nouvelles actions finalement apportées, ces doubles attaques apportées, les effets de pouvoir rejouer des actions finalement avec certains personnages, le plateau finalement, le plateau qui est un semblant de 3D et fonctionne plutôt très bien. Et c'est vrai que l'originalité de tous ces personnages font que clairement Unmatched n'a jamais porté aussi bien son nom qu'avec une telle boîte. C'est super intéressant d'avoir des persos qui, donc comme Bloody Mary, qui peuvent avoir des fonctionnalités liées à là par exemple le chiffre 3, qui va orienter votre manière de jouer de manière assez brutale hein, finalement, puisque jusque-là, chaque personnage a vous demandé finalement de vous adapter à sa manière de jouer, à ses pouvoirs, mais bon, jusque-là, je trouvais que ça fonctionnait très bien, mais le changement n'était pas non plus drastique. Pas autant finalement que ces personnages-là, puisque là, de jouer avec 3 cartes en main, c'est pas quelque chose qui est quelque chose que vous souhaitiez faire finalement avec les autres personnages, que 3 cartes c'est vraiment pas beaucoup. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir des clones avec Sun Wukong qui utilise donc tous les decks de cartes, donc là vous n'avez pas de notion de bah attends, celui-là c'est pour mon acolyte, celui-là c'est pour moi, etc. Mais en même temps il faut s'infliger des dégâts pour les faire venir, donc bon, il y a une notion un peu de double effet. Le fait que Achille et Patrocle s'infligent des dégâts pour être surpuissants, et cette notion de deuil, je trouve ça super intéressant. Et puis évidemment, il y a Nenga qui utilise aussi sa vitesse, donc cette grande vitesse qu'elle a de déplacement grâce à ses effets de cartes, et le fait de pouvoir finalement transposer des dégâts à ses archers. Moi je trouve que l'utilisation finalement de ces personnages est très originale par rapport à tout ce qu'on connaît jusque-là de la gamme Unmatched, et ça en fait pour moi une boîte indispensable à avoir lorsque vous aimez Unmatched finalement. Si vous commencez à jouer à la gamme Unmatched, je ne sais pas si je vous conseillerais, ceci dit, de commencer par cette boîte. Pourquoi ? Parce que je me dis que finalement, si vous commencez par cette boîte qui est excellente, ça le fera, hein, ça marchera, mais si derrière vous voulez finalement utiliser enfin compléter votre gamme, eh bien je pense que malheureusement, lorsque vous allez passer sur d'anciens personnages, vous risquez parfois de vous dire que vous les aimez peut-être un peu moins. C'est un peu un problème de riche entre guillemets, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses finalement. Je les ai fait dans l'ordre, moi, donc je trouvais que plus ça va, plus la gamme Unmatched s'étoffe, plus elle s'étoffe, plus elle est intéressante, plus les personnages sont originaux, plus les personnages sont intéressants, et je suis vraiment ravi à chaque fois d'ouvrir une nouvelle boîte d'Unmatched. Donc, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller de jouer et d'utiliser cette boîte Combat de Légende Volume 2, donc éditée par Yellow. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un commentaire si jamais vous êtes des habitués de la gamme Unmatched, est-ce que cette boîte vous intéresse, est-ce que vous avez la collection, est-ce que ça vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à me le dire, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et bien évidemment, pensez à vous abonner, à bientôt.